Thierno Bokoum, député à l'Assemblée nationale représentant le parti Réumi et le secrétaire national chargé de la communication du même parti. Comment avez-vous vécu la révocation de l'inspecteur des impôts Ousmane Sonko et le non-renouvellement du mandat de l'ancienne présidente de l'OFNAC, Mme Nafi Ngom Keïta? Nafi Ngom Keïta, ce n'est pas un problème de renouvellement de mandat. C'est quoi? Elle a été limogée. Mais on nous dit qu'elle n'a pas été limogée, que son mandat était terminé, qu'il n'a pas été renouvelé. Et celui qui l'a nommé a la latitude de ne pas la maintenir. Non, elle a été limogée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la loi que nous avons votée d'ailleurs sur l'OFNAC, il est clairement dit qu'après leur prestation, les membres de l'OFNAC entrent en fonction après leur prestation de serment devant la Cour d'appel. Cette disposition de la loi montre simplement que le début du mandat, c'est le jour de la prestation de serment. Et je vous donne, si je fais un parallélisme des formes, cette même disposition est introduite dans le droit français au niveau de la loi régissant le Conseil constitutionnel. Et dans cette loi, on dit que les membres du Conseil constitutionnel entrent en fonction après la prestation de serment devant le président de la République. C'est depuis qu'on a introduit cette loi-là en 1959 que le Conseil constitutionnel ne s'est plus conformé à une décision du Conseil d'État qui voulait tout simplement que le mandat puisse débuter quand on prend fonction, avant même la prestation de serment. Dès qu'on prend fonction, ça débute. Le Conseil constitutionnel s'est complètement détaché de cette décision du Conseil d'État pour tout simplement se conformer à la loi, parce qu'une décision du Conseil d'État, c'est la jurisprudence. Alors la loi prend le dessus sur la jurisprudence du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques. Donc, dès qu'on a introduit ces dispositions-là au niveau du Conseil constitutionnel, jusqu'au moment où je vous parle, le mandat des membres du Conseil constitutionnel commence le jour de leur prestation de serment. Donc ça devait terminer le 25 février 2017 et non 2000, je ne sais plus, 16, etc. Non, je pense qu'elle a été limogée parce que justement, elle avait commencé à parler de pétrole, elle avait commencé à en voir plus clair sur certaines questions. Vous avez même vu après ça, ceux qui étaient chargés d'enquêter sur ces questions-là ont été également limogés. Ensuite, dans la loi sur l'OFNAC, il n'est pas possible, même si c'était la fin du mandat, il n'est pas possible à la fin du mandat de tout simplement constater le départ de la présidente. Parce que le renouvellement se fait à moitié. Dans la loi, on dit clairement qu'après la fin du mandat, c'est une moitié qui part, une moitié qui reste. Est-ce que vous avez vu une moitié qui est partie? Voilà, on a complètement violé la loi pour tout simplement museler la présidente de l'OFNAC, l'empêcher de faire son travail convenablement. C'est inadmissible. En ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est la même chose. Il n'a même pas été écouté, on ne lui a même pas donné son dossier. Toutes les procédures ont été violées et on prend la plus grande sanction parce qu'il y a plusieurs sanctions pour un fonctionnaire. On peut être averti, on peut subir le blâme, on peut être suspendu, mais une radiation directe, alors qu'il n'a même pas été entendu, c'est parce qu'on a trop mis en avant l'insécurité politique, parce que voilà un homme qui dit « je fais de la politique comme il en a le droit », parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que le ministre de l'économie et des finances, qui est au Parcelles Assainies, là où je milite, est un fonctionnaire de l'État. Qui fait de la politique, il en a le droit. Donc pourquoi aujourd'hui on devrait permettre à un ministre d'utiliser des chiffres de l'État qu'il peut lui-même lire, l'orienter en disant que c'est le Macky le meilleur et vouloir empêcher à quelqu'un qui dit je ne suis pas avec vous, je suis fonctionnaire, j'ai une autre lecture de vos chiffres et voilà ce que je vois qu'il n'y a pas de transparence. Donc on vient dans une logique de dictature qui est encore inacceptable. On a l'impression qu'on ne veut pas entendre avec ce gouvernement, il ne doit pas y avoir un autre son de cloche, que tout le monde doit applaudir, que tout le monde doit dire oui. On a dépassé cette époque-là. On n'est plus dans cette époque-là. Le Sénégal a évolué, il faut que nos dirigeants évoluent. Mais à Ousmane Sonko, on lui oppose l'obligation de réserve du fait de son statut de haut fonctionnaire de l'État. Mais l'obligation de réserve, c'est une vérité. Il doit y avoir une obligation de réserve. Mais sur toutes les questions qu'il a évoquées, ça n'a rien à voir avec la fonction qu'il occupe déjà au niveau de la fonction publique. Première chose. Deuxième chose, il fait l'analyse
de documents qui existent déjà, qui sont accessibles au public. Vous allez dans le site de gouv.sn, vous allez dans les autres sites, vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qu'on peut cacher. Il y a un principe qui veut qu'il y ait une accessibilité de l'information. Donc l'information est sur la toile. Mais lui, en tant que technicien, il a la capacité, contrairement peut-être à vous qui êtes journaliste, de pouvoir faire une analyse de ces chiffres compte tenu de son expertise et d'en ressortir quelque chose qu'on pourra utiliser pour dire ce n'est pas normal. Donc s'il le fait lui, il ne divulgue absolument rien du tout. Il a fait une analyse et c'est normal qu'il le fasse en tant qu'opposant, en tant qu'homme politique et même en tant que citoyen, qu'il fasse cette analyse-là et qu'il tire la sonnette d'alarme pour dire attention, sur tel ou tel aspect, il y a des choses à revoir. Et parmi les informations qu'il a révélées, il y a celle selon laquelle vous, députés, ne payez pas vos impôts. Qu'en est-il réellement? Non, ça, il l'a pas dit. Bon, en fait, s'il l'a dit aussi, parce qu'il paraît qu'il l'aurait dit avant, ce qu'il a dit en premier, ce n'est pas vrai. Parce que les députés payent leurs impôts. Et puis, les députés ne vont même pas aller payer directement. L'impôt, c'est à la source. C'est coupé à la source, on ne voit même pas ça. Mais c'est noté dans nos bulletins qu'il y a. Mais ce qu'il a dit et qui est vrai, et moi c'est ce que j'ai entendu qu'il aurait dit, qu'il y a un problème de reversement de l'impôt. Et ça n'incombe pas. C'est coupé mais pas reversé. Voilà. Par qui? Mais ça, c'est la direction de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le sommet de l'Assemblée nationale. Ça n'a absolument rien à voir avec les députés. Ça, c'est au niveau de la questure, de la présidence, etc., de régler ça. Mais les députés, en tout cas, dans leur bulletin, il y a à la source des impôts qu'ils payent. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les députés ne payent pas. Mais c'est vrai, effectivement, qu'il y avait eu un problème de reversement de l'impôt. Et ça aussi, c'est inacceptable et c'est normal qu'ils le dénoncent parce que dès que c'est coupé, il n'y a pas de raison pour qu'on tarde à reverser. La présidente, sinon l'ex-présidente de l'OFNAC a dit toute la difficulté qu'elle a eue par rapport aux personnalités qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine. Quel commentaire en faites-vous? Parce que certains estiment qu'ils ne peuvent pas, en vertu de leur poste de responsabilité, faire cette déclaration de patrimoine. La loi, c'est la loi. Elle peut être dure, mais c'est la loi. Dès que la loi est votée, tout le monde doit se résigner à la respecter. Parce qu'en réalité, très clairement, il y a des personnes qui sont assujetties à cette déclaration de patrimoine. On a même entendu que le président de la République lui aurait dit que ne demande pas à telle personne de faire une déclaration, ce qui est extraordinaire. Le président de la République est le garant des lois, le garant de la Constitution. Comment? C'est à quelle personne? Ben, je ne sais plus, je pense que c'est le président soit de la Cour d'appel, je ne sais plus, je n'ai plus un souvenir frais de ça. Mais ce que je peux dire très clairement, c'est que si ça concerne des personnes qui ont été nommées par le président de la République, ben, il revient au président de la République de leur donner l'injonction tout court de respecter la loi. On ne peut pas aujourd'hui, pour le respect de la loi, courir derrière des gens, alors que le président de la République qui avait pris l'initiative, parce que c'est un projet de loi, de mettre en place l'OFNAC, a la possibilité de faire respecter cette loi. Donc c'est très dommage qu'on en arrive à cette situation-là. C'est parce que peut-être qu'il y a aussi une certaine complicité de l'exécutif. Et si vous preniez le pouvoir en 2019, qu'allez-vous faire de l'OFNAC et de la CREI? Non, nous pensons quand même que la CREI quand même est une juridiction d'exception, d'ailleurs qui a montré ses limites. On se rend compte aujourd'hui que finalement c'est un instrument de règlement de comptes politique. On utilise cette juridiction pour régler des comptes, ce qui s'est passé malheureusement. On a vu qu'il n'y a pas de suite, absolument rien du tout. C'est de la politique politicienne malheureusement. Maintenant, pour ce qui est de l'OFNAC, c'est une bonne chose. C'est pour lutter contre la corruption
Et nous pensons que dans nos pays, nous avons cette faiblesse-là. Il y a beaucoup trop de corruption et il faudra renforcer les moyens de l'OFNAC pour lui permettre tout simplement de faire son travail convenablement. Son indépendance. Lui garantir son indépendance, lui permettre de faire son travail. Parce qu'on oublie que la première année, presque, l'OFNAC avait un budget très très faible. Finalement, petit à petit, la dame très courageuse a quand même essayé de travailler, de faire son travail. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé plus tard. Finalement, c'était un peu une manière de montrer qu'on a une volonté de lutter contre la corruption, mais la volonté ne s'est pas affichée à travers le soutien qu'on devait apporter à l'OFNAC, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a un problème de volonté politique réelle. Il y a juste un souci d'apparaître autrement aux yeux des gens, mais il n'y a pas eu de volonté politique réelle. En somme, si vous arrivez au pouvoir, vous maintenez l'OFNAC, mais vous vous débarrasserez de la CREI, c'est ça? Bon, écoutez, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi, j'ai un candidat qui s'appelle Idrissa Seck. Je dis que... Votre avis, c'est quoi? À mon avis, on ne doit pas utiliser des juridictions d'exception pour combattre des adversaires justement politiques. Parce que Idrissa Seck lui-même disait récemment que l'instrument judiciaire qui a été utilisé pour appréhender Karim était mauvais au regard du droit international. Il dit pourquoi avoir choisi un mauvais instrument pour établir une culpabilité qui relève de la flagrance, parce qu'il disait qu'il n'avait aucun doute sur la culpabilité de Karim Wade. Oui. Mais justement, quand on utilise une juridiction comme la CREI, qui est une juridiction d'exception où on renverse la charge de la preuve, ça pose un peu problème. Parce que, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il y a eu énormément de combats qui nous ont poussés à arriver à adopter la présomption d'innocence, qui veut dire que la personne est innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été démontrée hors de tout doute lors d'un procès. Mais à travers la CREI, on a l'impression qu'on met en avant la présomption de culpabilité. On dit, oui, vous êtes coupable, c'est à vous de dire que vous êtes innocent. Non, au contraire, on dit, vous êtes innocent, c'est à nous de prouver que vous êtes coupable. C'est ça la bonne démarche, c'est pourquoi, effectivement, c'est un mauvais instrument. Alors, Kiano Boukoum, pensez-vous qu'on aura une nouvelle alternance en 2019? Ah oui, parfaitement. C'est ma conviction. En quoi votre leader serait à même d'incarner? Alors moi, je vous dis très clairement, pour moi, Idrissa Seck n'a plus rien à prouver dans ce pays. Du point de vue de la compétence, il a été au niveau de l'État à un niveau assez élevé en tant que Premier ministre. Qu'on n'oublie pas que la plus forte croissance qu'a connue le Sénégal, c'était de 6,7%. C'est quand il était Premier ministre du Sénégal. Idrissa Seck n'a rien à prouver en termes de courage politique, de patriotisme. N'oublions pas qu'en 2012, il avait cautionné, il avait donné sa caution pour être candidat à l'élection présidentielle, mais pour tout simplement défendre des principes, défendre des valeurs, il a été le dernier à quitter la place de l'indépendance, où l'électeur au mètre carré est presque néant, pour tout simplement défendre des valeurs, défendre des principes. Ça, c'est un sens élevé du patriotisme. Idrissa Seck n'a rien... Mais pendant ce temps, d'autres battaient campagne. Et c'est comme ça que Macky a été élu. Mais on a signé le 2 février 2012, nous tous, en tout cas tous les leaders ont signé pour dire qu'ils allaient rester à Dakar, se battre aux côtés du M23 pour que le président Wade ne puisse pas avoir un troisième mandat. Si les autres n'ont pas respecté leur signature, il ne revient pas à Idrissa Seck de violer sa signature sous prétexte que les autres ne l'ont pas respectée. Idrissa Seck n'a rien à prouver du point de vue de la probité morale, du point de vue justement de sa probité, je l'ai dit. Voilà un leader qui a dit devant tout le monde que jusqu'à l'extinction du soleil, aucun centime de détourné ne pourra m'être reproché. Tout bien que je possède a une origine propre et licite. Et jusqu'au moment où je vous parle, à part les accusations à n'en plus finir qui reviennent tout le temps sans aucune preuve, jamais... Le protocole de Rebus dont on a parlé. Oui, et la preuve d'ailleurs, quand on a demandé, quand le procureur s'est autosaisi, tout de suite après, il s'est rétracté parce qu'ils savent qu'ils n'ont absolument rien du tout. Idrissa Seck ne s'est même pas arrêté là. Il a parlé d'un jury d'honneur.
puisqu'il y en a peut-être qui pensent qu'ils vont tomber quand ils seront devant les tribunaux. On n'a qu'à organiser un jury d'honneur et qu'on mette sur la table tout ce qu'on a comme preuve. Et personne ne l'a suivi dans ça. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont absolument rien dit parce qu'il n'y a absolument rien. Donc Idrissa Seck n'a plus grand-chose à prouver pour pouvoir être à la tête de ce pays, travailler pour les intérêts des populations, travailler avec courage et détermination, s'engager aux côtés de son peuple et faire des résultats. Il n'a plus rien à prouver, dites-vous, mais est-ce que pour autant il est aussi populaire aux yeux des Sénégalais? Oui, il est populaire. Maintenant, il faut travailler à ce que les populations adhèrent à sa politique. Ça, c'est une stratégie politique que nous mettrons en place. Nous considérons qu'il faut davantage parler aux populations, qu'il faut davantage leur parler d'Idrissa Seck, leur parler de notre programme, leur parler de notre volonté de redresser le pays. Ça demande qu'on soit à leur côté et ce que nous faisons tous les jours, espérant tout simplement que nous serons écoutés. Que pensez-vous de ceux qui disent que Idrissa Seck aurait eu beaucoup plus de chances d'être élu président s'il était resté au PDS? C'est de la fiction politique. Vraiment? Ben écoutez, en politique, c'est toujours aisé de s'asseoir sur une chaise et de faire des analyses. La réalité du terrain est autre. Donc nous préférons faire l'analyse à l'aune d'une réalité que nous avons vécue, d'une expérience en tout cas, que d'être dans de la fiction politique et d'envisager des hypothèses. Mais votre score de la dernière présidentielle ne donne pas quand même beaucoup de signes qu'il peut rebondir. Je vous ai dit tantôt que nous avons fait toute la campagne au niveau de la place de l'indépendance où l'électeur au mètre carré est presque néant. Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas allé dans les villages, dans les coins et recoins du pays, qui n'a pas constaté qu'un forage, il n'y a pas de forage dans tel village, qui n'a pas constaté qu'il n'y a pas de rue dans tel village, il n'y a pas de route, pour que ces populations puissent dire « Ah, monsieur, vous êtes venu jusque-là, on sait que si on vote pour vous, vous allez régler nos problèmes. » On n'a pas eu tout ça, on n'a pas eu l'occasion d'avoir eu tout ça. Malgré ça, des populations au fin fond du pays ont donné leur voix à Idrissa Seck parce qu'elles savent qu'Idrissa Seck peut leur sortir de ces situations. Et si nous avions fait tout ça, on n'allait pas avoir les mêmes résultats. Donc on a eu des résultats élogieux parce que faire une campagne sans être avec les populations et avoir un tel résultat, peut-être qu'il faut bien être Idrissa Seck pour l'avoir. Et pour vous, que reste-t-il aujourd'hui de la coalition Benno Bokk Yakaar dont vous étiez membre? Benno Bokk Yakaar, c'est du passé pour nous. Nous sommes dans l'opposition. Benno Bokk Yakaar, c'est une coalition au pouvoir. Nous ne sommes pas au pouvoir. Est-ce que cette coalition-là mérite d'exister encore? Il revient à ceux qui sont dans Benno Bokk Yakaar de répondre à cette question. Nous avons quitté Benno Bokk Yakaar pour des raisons claires et précises. Il y en a qui sont restés dans Benno Bokk Yakaar pour leurs propres raisons. Nous ne pouvons pas les juger. Nous ne devons même pas les juger. Nous pensons tout simplement, en tant que démocrates et républicains, nous sommes de l'opposition, nous travaillons à renforcer l'opposition. Et quelle lecture faites-vous de la floraison des partis politiques au Sénégal, comme on peut trouver dans beaucoup d'autres pays africains? Il faut qu'on essaie quand même d'aller dans les grands ensembles. Il y en a beaucoup qui peuvent se regrouper. Pourquoi pas la famille libérale se regroupe, que la famille socialiste se regroupe. Oui, ça ne peut pas être exclu, mais que ça se passe avec des principes, que ça ne soit pas seulement une alliance électorale comme ça pour pouvoir accéder au pouvoir, mais qu'on mette en place des principes, qu'on mette en place un programme, qu'on réfléchisse sur comment on doit tenir le pays. C'est important que les socialistes fassent de même, que d'autres fassent de même, etc. L'autre aspect, c'est que parfois, on a l'impression qu'on veut coûte que coûte arrêter le nombre de partis. Il y en a 250 ou je ne sais combien encore. Il ne faut pas qu'il y ait 252, il ne faut pas qu'il y ait... Non, ce n'est pas comme ça. Je pense qu'il faut imposer aux partis politiques d'aller recueillir le suffrage des populations. Et avoir un certain nombre de signatures. Exactement, pour pouvoir exister, c'est tout. Parce que si Wade avait ce réflexe en 2007 ou 2008,
le président Macky Sall n'aurait pas pu avoir un parti politique jusqu'à être président de la République. Peut-être que le prochain président de la République n'a même pas encore un parti politique, on ne sait jamais. C'est une manière un peu de dire qu'on doit pouvoir laisser aux uns ou aux autres la possibilité de s'adosser sur cette liberté de création d'un parti politique pouvant leur permettre de faire des propositions de programme. Mais que ceux qui ont un parti et qui ne se déploient pas en tant que parti politique puissent tout simplement soit se ranger dans d'autres partis à travers de grands ensembles ou tout simplement diminuer cette charge que l'échiquier politique peut avoir en termes de partis politiques à floraison. Le président du groupe parlementaire de la majorité, M. Moustapha Diakhaté, a dit récemment que l'Assemblée nationale a du mal à contrôler l'action de l'exécutif, qui est quand même très important. Est-ce que vous reconnaissez cela et pourquoi vous, députés élus du peuple, vous n'arrivez pas à contrôler l'action de l'exécutif? Non, l'Assemblée nationale n'a pas du mal à le faire. Les textes sont clairs. L'Assemblée nationale a la possibilité de contrôler l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale a toute la légalité qu'il faut pour ça. Les textes sont clairs à ce niveau. Il y a une absence de volonté politique et surtout à leur niveau en tant que majorité. Il ne faut pas... comme ça repérer des difficultés et ne pas attribuer et ne pas, disons, désigner les responsables. C'est trop simpliste de parler comme ça dans le vent en disant qu'il y a des difficultés, etc. Qui est responsable? C'est eux. Parce que c'est la majorité qui malheureusement ne fait pas son travail. Que va faire l'Assemblée nationale face à l'affaire Petro-Tim? Est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête Ça devait se faire depuis. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le dictat de la majorité. Il y a eu des propositions de loi posées sur la table du président de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des propositions de commission d'enquête parlementaire sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de suite, etc. Donc, il y a énormément de députés qui prennent des initiatives allant dans le sens de faire convenablement le travail, mais il y a énormément d'obstacles posés par la majorité qui, vraisemblablement, cherche à se mettre tout le temps en accord avec l'exécutif, tout le temps en accord avec le président Macky Sall, et ce n'est pas ça le rôle d'une Assemblée nationale de rupture. Thierno Bokoum, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale représentant le parti Réumi de Idrissa Seck et également secrétaire national chargé de la communication du même parti. Sénéplus.com vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Je remercie Sénéplus.com aussi et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Vous regardez souvent Séné+? Oui, bien sûr. Combien de fois vous venez par jour? Je vous félicite et vous encourage. Vous faites du bon boulot et je vous encourage encore une fois.